Bonsoir tout le monde, je m'appelle Yann Rochdy, bienvenue en direct de la Mission Viriliste. Ce soir, nous plongeons dans un univers où l'horreur cosmique rencontre la politique contemporaine dans un spectacle qui promet d'ouvrir les portes à vos pires cauchemars. Épisode du 12 septembre 2025, la seconde fondation. Le podcast s'autodétruira à la fin du direct sur YouTube. Venez nous rejoindre combattre la censure sur Rumble, Substack, YannRochdy.com et TikTok. Les manchettes de la Troisième Guerre mondiale. La guerre de 12 jours, part 2. Ces moments où l'histoire s'accélère du point de vue psycho-historique. Chronique économique, nouveau refus global, les sorcières de la semaine, météo covidienne. Avez-vous votre eau bénite? Car nous avons énormément de sorcières aujourd'hui à mettre sur les bûchers. Et on a beaucoup de procès en sorcellerie à mettre en place. On a des accusations. Sortez les listes! Sortez les listes! Mettez un like. Préparez les super chats. Venez vous abonner pour combattre ces hordes de morts vivants, sorcières, succubes, démons et nécromanciens. Sur YouTube, 5$ par mois. Ou bien via YannRochdy.com, YannRochdy.substack.com. Envoyez des dons via Buy Me a Coffee. Les trois derniers utilisent le même truc de financement, ça s'appelle Stripe, c'est super sécurisé. Et oui, même YannRochdy.com. Parce que quand vous envoyez des dons via YouTube, YouTube et Apple se prennent une sale cote. Daniel Grenier a envoyé 140$, j'ai reçu 75$. Ça fait mal, ça fait mal. Si vous envoyez des dons, même par Interac, yann.rochdy à commercial gmail.com en minuscule. C'est ici. Yann.rochdy à commercial gmail.com. Envoyez-moi un courriel, je vais vous donner accès à mon site web. Et c'est ça. Vous pouvez payer par Substack. Puis là, dans la section podcast, il y a les contenus payants ici. Donc aujourd'hui, le thème. On continue dans le thème des fondations. Le cycle des fondations. Dans le cycle des fondations de Isaac Asimov, tu as, donc ça commence autour du 21e siècle, autour de l'an 2000, où les humains commencent à construire des intelligences artificielles et des robots. Tout est bien basique. Par exemple, le film avec Will Smith, I, Robot, ça fait partie du cycle des robots. Le cycle des robots, c'est plein de petites nouvelles. Ensuite de ça, tu as une petite série, le cycle de l'Empire. Je ne l'ai pas lu, ça. J'ai lu quelques nouvelles dans le cycle des robots. Dans le cycle de l'Empire, ça, j'ai pas lu ça. Ça se passe donc la fondation de l'Empire génétique, la dynastie génétique c'est quoi déjà le nom? Je me rappelle plus c'est quoi le nom. Mais en tout cas, c'est une dynastie génétique. C'est des clones. C'est la même personne qui est clonée dans le système de l'Empire. Et ils s'appellent Empire. Ils incarnent l'Empire. Donc, c'est le début de l'ère galactique autour donc 11 000, 12 000, 13 000. Et donc, cycle des fondations, ça c'est comme la télésérie présentement. Ça se passe à la fin, quand l'ère galactique est en train de commencer à s'effondrer, comme l'Empire romain, comme les Byzantins, comme présentement. Il y a des changements. Il y a des changements géopolitiques mondiaux planétaires. Oui! C'est pour ça! J'utilise ça parce que c'est une crise. C'est ça qui se passe. Donc, dans le cycle de fondation, on zoome, cycle de fondation autour de 24 000. Harry Seldon arrive, invente la psychohistoire. Il voit l'effondrement impérial. Et là, il dit, si Empire s'effondre, on pourrait être plusieurs millénaires dans les ténèbres. Donc, le parallèle, c'est le Moyen-Âge. Donc, vu que c'est galactique, versus sur la planète Terre, le Moyen-Âge qui a duré une couple de siècles, presque un millénaire à peu près au complet, contre le haut, le bas Moyen-Âge, et la Renaissance, grossièrement. Le début de la Renaissance, au moins. Et donc, c'est ça. Et si on fait rien, c'est plusieurs millénaires de noirceur, peut-être même des dizaines de millénaires de noirceur. Et là, il y a un plan. Il y a un plan. C'est 2 fondations pour donc éviter
des millénaires de noirceur. Et c'est donc une série de crises, avec des S, à travers quelques siècles. Et il y a très peu de personnages qui sont tout le temps présents. Mais c'est donc seconde fondation, c'est la fondation qui est orientée sur le mentalisme, la télépathie. Donc c'est des sorcières, des sorciers et des sorcières. Ils ont des super pouvoirs. Puis la première fondation, c'est axé sur la science. Et là, ils se font bannir. La première fondation se fait bannir par l'Empire, en périphérie du système. Puis là, il commence à prendre du pouvoir. Puis là, la deuxième fondation arrive. En tout cas, c'est très intéressant. Donc, la deuxième fondation, c'est en l'occurrence Israël. Israël qui est donc le porte-avions de l'Empire américain pour remplacer les Américains au Moyen-Orient. Et on continue dans cette guerre pour construire le Grand Israël. Et donc, on a eu des frappes dans l'équivalent moyen-orientaux de la Suisse. Grossièrement, c'est ça qui est arrivé. Donc, pour essayer de décapiter le régime du Hamas, les terroristes tueurs de bébés, on a frappé un pays neutre qui est médiateur dans les négociations pour faire la paix. À ce qui paraît, ils n'ont pas super réussi. Il y a eu quelques morts. 5 membres du Hamas tués. Fils du top leader. Mais il y a des sources, comme Al Jazeera, évidemment c'est un petit peu biaisé, mais ça se peut très bien. Il y a des sources qui disent que certains leaders ont survécu. La rumeur donc veut que Lord Bebo est assez fiable là, quand il fait des déclarations comme ça. La rumeur veut que la diplomatie turque, le renseignement turc, a prévenu les membres de la délégation du Hamas. Très important de dire le H pour faire plaisir aux amis sionistes. Ça fait plus barbare, vous voyez. C'est ça le but. Pour vous faire haïr, pour les faire haïr. C'est quand même des tueurs de bébés dans des fours violés. Là. Trump a désapprouvé. Ensuite de ça, ça avance pas les intérêts américains. C'est ça que Trump a dit. Le Canada a condamné l'attaque. Mark Carney a condamné l'attaque. Le ministre de la Défense israélien, Israel Katz, a retoqué, a dit on retourne chez vous, on s'en fout, qu'est-ce que tu dis Trump, on s'en fout de ta désapprobation. La doctrine de sécurité israélienne est très claire. Donc, ils vont agir avec leurs longues mains partout. Ensuite de ça, Trump aurait été au courant de la frappe avant, mais il était trop tard pour prévenir le Qatar et trop tard pour stopper les attaques. Ça, c'est un bel aveu de faiblesse en passant, soit dit en passant. Donc, il y a 2 jours, c'est Trump qui a appelé les gens du Hamas à aller au Qatar pour négocier. Et donc, soit que Trump était encore une fois au courant, ou soit Trump a été manipulé. Dans tous les cas, c'est un aveu de faiblesse ultime. Donc, Trump se fait pousser. Et Trump joue dans la main de Benjamin Netanyahu. Le Canada condamne les frappes israéliennes au Qatar. Mark Carney, le vice-roi, pour défendre sa base gauchiste. Très important. Moscou condamne. Violation flagrante du droit international des chartes de l'ONU, qui sont censées être derrière Israël et la première fondation, les États-Unis. Ensuite de ça,
La Chine condamne aussi les frappes comme illégales et veulent un cessez-le-feu à l'ONU. Le Conseil de sécurité de l'ONU condamne les attaques au Qatar. Emmanuel Macron vient de s'entretenir avec le président des Émirats arabes unis suite aux frappes israéliennes à Doha. Le respect de la souveraineté des États est un principe indispensable à la stabilité de la région, tout comme la solution à deux États. J'ai redit au président Mohammed bin Zayed l'urgence accrue qu'il y avait de parvenir à un accord permettant la libération de tous les otages et la mise en œuvre d'un cessez-le-feu à Gaza. Même d'apporter le secours nécessaire aux Palestiniens de Gaza, il faut une fin à la guerre. Et c'est très vaseux. C'est très vaseux comme déclaration. Il a comme continué à parler de solution à deux États. Il sait évidemment que ça va à l'inverse de la position israélienne. La position israélienne, c'est nous allons occuper le territoire, déporter et génocider. Mais c'est pas un génocide. On va génocider, mais c'est pas un génocide. Donc, le candidat démocrate à la mairie de New York, c'est quoi, c'est Zoran Mandani? C'est ça son nom, me semble, Zoran? Qui va arrêter Benjamin Netanyahou s'il s'en vient essayer de faire un speech à l'ONU. Donc ça, c'est... ça, là, sérieusement, habiter à New York, même si c'est un sale démocrate, je voterais pour lui. C'est intéressant, hein? Donc, campagne en ligne pour tenter de recruter des Gouines iraniennes comme Mandana Javan et son ami gay, l'ami gay de la Gouine iranienne. Donc, des campagnes de renseignement israéliennes qui sont en train de recruter, par exemple ici, via une comédienne américaine, des scientifiques iraniens pour faire des opérations d'ingérence plus ou moins clandestines, plus ou moins dangereuses. Tu peux flipper des assets, tu peux faire des vols de documents, tu peux préparer le terrain pour des attentats terroristes. Tu sais, il y a bien des affaires que tu peux faire en Iran. Donc, c'est pas moi qui le dis, c'est pas un média complotiste. Grayzone, c'est un sale média. C'est un bon média. C'est un média gauchiste avec Max Blumenthal, fils de Sidney Blumenthal. C'est très intéressant. À chaque fois que je dis pour la première fois dans le podcast génocide, le nombre de spectateurs tombe à zéro. C'est comme une intelligence artificielle. Il y a comme un peu un complotisme qui commence à s'installer en moi. Faudrait que je vous montre. C'est vraiment fou. C'est vraiment fou. Donc on est tombé de... On est tombé... On était au-dessus de 12. Là. On était au-dessus de 12. Pouf! Zéro. Dès que j'ai mentionné génocide. Complotisme. Complotisme. Dossier très intéressant. Hein? Campagne mystérieuse en ligne liée au service de renseignement israélien pour recruter des Iraniens pour flipper dans le gouvernement en Perse. Et c'est une comédienne d'Atlanta, une influenceuse d'Atlanta. Je veux savoir c'est qui. Daisy Bank. C'est qui ça? Est-ce que ça serait intéressant qu'elle soit allée une fois sur Whatever? Ah, c'est un. Excusez-moi. Daisy Bank. Ah ben, tabarnak. C'est intéressant. C'est intéressant. Donc, l'administration, évidemment, qui ne met pas d'effort à cacher le fait qu'il célèbre les sanctions, les attaques contre l'Iran et le retrait des institutions de l'ONU par la Perse. Tout ça, ces pressions-là, c'est pour mettre de l'avant les intérêts d'Israël. Très intéressant, très important de voir tout ce qui se passe au niveau diplomatique, au niveau de la planète. Donc, par exemple, vous l'avez vu, ça fait 2 semaines dans mon montage, Mike Huckabee, chef de la diplomatie américaine, ambassadeur à Israël,
qui dit que c'est une guerre spirituelle entre l'enfer et le paradis. Donc, défendre Israël, c'est défendre le paradis. Soutenir c'est soutenir l'enfer. Ensuite de ça, le soutien indéfectible à Israël par le président lui-même. Plusieurs visites de Benjamin Netanyahu à la Maison-Blanche. Il s'est même fait tirer la chaise. Ensuite de ça, département de justice qui a lancé une Joint Task Force pour en lien avec les attentats terroristes du 7 octobre, mais aussi pour débusquer les antisémites sur les campus universitaires américains, les islamo-gauchistes. Des sanctions Cour criminelle internationale à cause de leur jugement disant que c'est un génocide, avec un crime de guerre contre Benjamin Netanyahu et toute sa chaîne de commandement. Ensuite de ça, Trump s'est retiré du Conseil des droits de sécurité de l'ONU à cause de leur dénonciation de ce génocide-là. Et plus... ensuite de ça... ça, c'est pas super important, mais il y a quand même d'autres dénominations de leaders au Conseil de l'Holocauste pour mettre de l'avant plus le narratif israélien. Ensuite de ça, on a eu évidemment l'opération en Iran où Donald Trump a participé à 200%. Donc, c'est plein de trucs intéressants. C'est plein de trucs, on le sait. Cette guerre de 12 jours n'était pas une guerre de 12 jours. La guerre de 12 jours, c'est juste une étape dans ce qu'on appelle le changement de régime des ayatollahs. On va remettre qui? Reza Pahlavi de la dynastie. C'est lui. C'est lui, Reza Pahlavi. Donc, c'est lui qui va remplacer qui va revenir comme Shah d'Iran. Et évidemment, si Reza Pahlavi arrive, grâce au putsch sioniste américain, les Européens sont contre en passant. Mais s'il arrive, ce qui va se passer, c'est que l'Iran va perdre des territoires. L'Iran va vivre ce que l'Irak a vécu à la fin de Saddam Hussein. Un petit démembrement sur le bord de frontières culturelles religieuses. Tu vas avoir les Druzes, tu vas avoir les Azéris, tu vas avoir les Perses, tu vas avoir le Grand Israël qui va se rendre jusqu'en Iran. Ensuite de ça, ministre des Affaires étrangères iranien Abbas Araghchi. Négociations avec la Troïka européenne sont en cours dans un contexte qui se sépare des négociations avec l'Agence internationale d'énergie atomique. L'Iran, la Russie, la Chine croient que les pays européens n'ont pas le droit d'activer ce qu'on appelle les trigger mechanisms, c'est des sanctions automatiques. C'est le débat présentement à cause de certains... présentement, l'Iran temporise. Ils ne veulent pas redonner accès aux stocks d'uranium enrichi et aux infrastructures d'enrichissement de l'uranium dans leurs montagnes. Parce que il y a toujours des espions. Puis grâce à ces visites-là de l'Agence de l'énergie internationale atomique, ben, ça permet aux Américains et aux sionistes de faire des frappes. Puis là, ils sont écœurés. Fait que là, ils temporisent. Et là, tu sais, je suis totalement transparent. Moi, je suis pas pour l'Iran, je suis pas pour Israël. Je suis totalement transparent quand j'explique ces affaires-là. Là. C'est ce que je crois, c'est pas ce que je veux qui se passe. Pour moi, c'est évident que l'Iran temporise. Et ils sont en train de construire un stock. Parce que l'idée, c'est d'avoir au moins 10-20 bombes nucléaires pour être certain de bien nuker Israël. Advenant que la merde pogne comme jamais. Comme jamais. Comme jamais depuis Hiroshima-Nagasaki. Ça va pas être 2 quand la marde va bien pogner. Là. Ça va être 10-20. Ça va peut-être même un échange de 10-20 chaque. Ça va être dégueulasse.
Ça va être dégueulasse si ça arrive. Donc, c'est ça. Ils temporisent les négociations, les Perses, et l'idée, c'est de construire un stock, tandis que, évidemment, les Occidentaux, les Américains, les sionistes, les Européens, ils font des pressions sur l'Iran de leur bord, et les pressions viennent donc au niveau diplomatique, économique, sanctions. C'est ça, c'est ça. Donc, on va avoir un meeting important. C'est un meeting historique qui va avoir lieu prochainement après ces frappes sur la Suisse du Moyen-Orient. On va avoir un sommet spécial. Je ne sais pas si tout le monde va venir. Sinon, ça va être comme le sommet des BRICS qu'il y a eu, un sommet d'urgence d'1 heure et demie, visioconférence, secret, je sais pas. Mais donc, ce qu'on appelle le proto-califat musulman dans la région. Parce que là, on se prépare tranquillement. C'est une voie vers la création d'un califat véritable. Plus que les sionistes, les Américains mettent la pression sur les arabo-musulmans, les Turcs, les Perses, tous les pétromonarchies, plus il y a confédération qui est possible. Confédération pour faire un grand djihad, une grande guerre sainte qui va unir tous les pays arabo-musulmans, maghrébins, turcs, perses, à travers les fois. C'est très possible. C'est très possible. Ça n'arrivera pas 20 fois là, que on va violer la souveraineté de ton pays pour nuker des gens sur ton territoire. C'est un aveu de faiblesse laisser faire ça. Au niveau diplomatique, au niveau guerrier, au niveau économique. Même au niveau économique. Ça amène des coûts économiques. Tu perds des contrats. Tes actions à la bourse baissent. Le prix du pétrole est influencé. Donc, il va y avoir un sommet spécial. Est-ce qu'on va encore faire un ballet? Un ballet. Un ballet, tu sais, les danseuses de ballet. Est-ce qu'on va encore faire quelque chose de synchronisé? Ou bedon, est-ce qu'on va commencer, par exemple, à faire, je sais pas, des sanctions diplomatiques? Est-ce qu'on va déchirer les accords d'Abraham? Est-ce qu'on va plutôt y aller parler des deux bords de la bouche? C'est souvent ça qu'ils font les pétromonarchies dans le coin. Ils facilitent les opérations du Hamas, du Hezbollah et toutes les autres entités, tout en signant les dits accords d'Abraham. Donc, parler des deux bords de la bouche, c'est souvent ce que les arabo-musulmans et autres entités dans la région font. Ça s'appelle la taqiya. Donc, Israël lance des attaques aussi à Sanaa, au Yémen, contre les Houthis. Donc, c'est tout le temps, c'est tout le temps la même chose. Tous les proxys de l'Iran sont attaqués les uns après les autres. Et quand ils sont tous défaits et que leurs infrastructures sont pas capables de soutenir un combat d'attrition constant, comme par exemple le front ukrainien, ben, ils tombent en guérilla, ils tombent dans leur tunnel caché et reconstruisent des tunnels. Pendant ce temps-là, il y a moins d'ennemis contre les sionistes pour attaquer la Perse. Donc, ensuite de ça, qu'est-ce qui se passe? Elisaveta Turkova, relâchée par le Hezbollah. Donc, il y a quand même des bonnes négociations au niveau des otages à certains endroits. Ursula von der Leyen qui dénonce la famine à Gaza comme arme de guerre. Ça doit stopper. L'aide humanitaire européenne à Gaza, c'est la plus présente. Mais l'Europe a besoin de faire encore plus. Donc, les nouvelles propositions contre Israël. Mettre un support bilatéral à Israël sur stop. Ouh! Ouh! Nouvelle proposition, sanctions contre les ministres et les colons israéliens. Suspension partielle de certains dossiers commerciaux.
Et on va mettre une banque en Palestine pour aider la reconstruction à Gaza. Ursula von der Leyen, qui est vraiment, qui met les pieds dans les plats contre les intérêts sionistes américains. Là, on a vraiment des... il se passe quelque chose à la fin du mois. Si Macron et sa ribambelle d'amigués avec la sorcière von der Leyen, si tout le monde ensemble disent que la Palestine est reconnue comme État souverain, ça pourrait faire chier bien du monde à Washington et en Israël. Donc, qu'est-ce qui est en train d'arriver à Gaza a shaké la conscience du monde. Les gens tués sont à genoux pour demander de la nourriture. Ils bèguent. C'est des images catastrophiques. Ça doit stopper. C'est drôle qu'on ait des fois des alliances de circonstances avec des sorcières. Donc, Netanyahou qui a signé un nouveau plan de colonisation pendant qu'on recommence le génocide et cette guerre. Donc, ça, c'est donc dans les colonies de l'Ouest, la Cisjordanie, Banque de l'Ouest. Donc, nous allons continuer notre promesse. Il n'y aura pas d'État palestinien. Cette place nous appartient. Déclaration verbatim de Benjamin Netanyahou. Ça n'arrêtera pas. Avez-vous compris? Donc, si vous n'allez pas être trucidé, comme 47% des morts enfants et autres adultes, très important de bien dire à quel point c'est 47% de morts en dessous de 18 ans. Évidemment, ça se peut très bien qu'il y ait des, vous savez, les adolescents de 15 ans qui ont l'air de plus vieux que moi. Dans les statistiques criminelles européennes, ça arrive souvent. Mais mettons qu'ils exagèrent du double. C'est quand même une victime sur 4. Une victime sur 4, c'est quand même un quart de sacrifice humain enfant. Avec une intelligence artificielle qui s'appelle Lavender qui a été conçue par Palantir. Faut pas le dire. Donc, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a discuté de l'idée de migration volontaire, émigration volontaire des Palestiniens de Gaza. On continue à en parler. C'est pas moi qui le dis, c'est le Times d'Israël. Donc, un show d'humiliation. L'armée israélienne qui fait un siège dans la Banque de l'Ouest à Tulkarem. Le premier ministre espagnol Pedro Sánchez, un autre islamo-gauchiste qui commence à faire des pressions diplomatiques et économiques plus drastiques encore que Ursula von der Leyen, la sorcière. Donc, oui, on n'a pas de bombe nucléaire, on n'a pas de porte-avions et on n'a pas de larges réserves de pétrole. Mais nous ne supportons plus l'offensive israélienne. Et donc, nous allons faire des pressions économiques, diplomatiques. C'est le plan des Espagnols. Parce que c'est moralement evil de faire des sacrifices humains à Gaza quand on veut juste prendre contrôle du territoire. Tu devrais les garder comme esclaves. Techniquement. Je veux dire, même Genghis Khan, là, il rasait pas tout le territoire. Il rasait une ville. Puis après ça, le reste du monde comprenait. Mais là, c'est pas discriminé. Je veux dire, c'est même pas stratégiquement intéressant au niveau impérialiste. Quand tu joues à un jeu de stratégie, que ce soit partout, un jeu de stratégie par tour, il y a trop d'entités sur la carte. Si tu rases tout, tu vas perdre la game. C'est pas stratégique. Tu fais peur à ceux qui te résistent, puis tu soumets le reste. Ah là là. L'Irlande aussi, donc, va se retirer de l'Eurovision si Israël continue de participer à ce show de musique qui a donné le prix aux Israéliens l'année passée. C'était assez évident. Donc, on a eu encore des arrestations politiques au Brésil. Donc, le père de Flavio,
C'est quoi déjà ça? C'est hier? Yair? Ouais, c'est ça. Jair Bolsonaro a été arrêté. Sentence de 27 ans de prison. Donc, c'est évidemment arrestation politique, mise en prison politique. Donc, une décision de Cour suprême qui est fortement politisée. C'est un projet de République de bananes et c'est en opposition à 100% à la politique impérialiste américaine. Parce que Jair Bolsonaro, c'est évidemment le pion de Trump. À 100%. 100% le pion de Trump, tandis que Lula, c'est l'équivalent des communistes. Donc, c'est comme à la guerre froide, là. En Amérique du Sud, là, on est encore dans le climat guerre froide depuis... Ça n'a jamais arrêté, là, après les années 90. La seule opposition militarisée, souveraine en Amérique du Sud, c'est le mouvement communiste avec des milices narcos, parce qu'il n'y a pas juste les fascistes, les contras. Pas juste les milices américaines qui vendent la drogue, tout le monde. Tout le monde vend de la drogue pour financer ses armées. C'est comme ça que tu finances ton armée, avec du trafic humain puis de drogue. Tu peux pas financer autant de guns, de munitions, de bombes, de missiles, de bateaux, de tanks, sinon avec du pétrole, des mines et du trafic humain. C'est comme ça. Je veux dire, sinon, faut que tu y ailles par lingots d'or. Puis c'est fucking difficile, là, faire des deals d'armes avec des lingots d'or. Tu peux pas transporter ça en criant ciseaux, là, des lingots d'or. Puis là, en plus, t'as les Fast and Furious qui peuvent te voler ça, là, comme dans les films. Mais là, on diverge. On diverge lentement. On diverge lentement. Donc, meeting. Il y a donc des sources open source, du renseignement open source, qui semble pointer qu'il y aurait peut-être eu un petit peu d'exagération avec le bateau qui a sauté. Le bateau de vénézuélien Tren de l'Agua. Donc, un missile Hellfire d'un drone MQ Reaper. Et là, à ce qui paraît, le bateau avait retourné de bord. Le bateau de Tren de l'Agua aurait retourné de bord. C'est pas cool. Techniquement, quand tu es un bon tacticien, un bon commandant au niveau de la guerre maritime, t'es pas censé tirer un bateau qui retourne de bord. C'est pas cool. Pas cool. Pas cool. Donc, le ministre de l'Intérieur vénézuélien qui a dit que aucune des 11 personnes à bord de ce vaisseau étaient des narcotrafiquants de Tren de Aragua. Ensuite de ça, on a eu donc un gros putsch. Pas un gros putsch, un gros coup d'État au Népal. Donc, premièrement, il y a eu des manifestations de masse. Le ministre des Finances lynché. Ensuite de ça, le gouvernement qui a fui le pays. L'agent militaire a pris le contrôle. Et là, il y a donc 145 000 Népalis gauchistes Gen Z qui utilisent Discord pour fomenter des rébellions au Népal et continuer. Donc, c'est évidemment, c'est clairement, pour moi, c'est clairement de l'ingérence politique étrangère américaine, dans ce cas-ci. Donc, présentement, les Chinois sont en train de construire une énorme route de la soie qui va à partir de autoroutes et autres infrastructures. Et ça passe le long du Népal pour donc désenclaver la Chine et faire le lien avec l'Inde. Et ce serait un moment de paix dans la région comme jamais. Donc, c'est pas pour rien qu'il y a un petit peu de déstabilisation en cours. Ensuite de ça, aujourd'hui, on a eu confirmation. Donc, on a trouvé grâce aux souliers, grâce à la silhouette, grâce à la casquette, surtout, grâce à 4chan et grâce aux parents, au père de l'individu du tueur de Charlie Kirk.
On l'a retrouvé. Et ça semble me prouver tard. Donc, moi, je pensais que ça allait être un antisioniste. Et en l'occurrence, c'est plus un antifa qui militait pour le droit des Alphabet People. Donc, très intéressant. Et évidemment, c'est ça. Donc là, on est rendu à la deuxième partie. Deuxième partie, laissez-moi aller chercher mes recettes. On est rendu sur le front ukrainien européen. C'est très important de mettre un petit like. Supporter mon travail. Envoyer des super chats. Bon, là, ça lag comme l'autre fois. On va aller voir sur mon courriel. Non, il n'y a rien. Ça. All right. Petite seconde. That's it. Donc, on a eu grosse opération de guerre 5e génération. Grosse opération de guerre 5e génération dans la guerre ukrainienne, russo-ukrainienne. Très important à le comprendre. Ça, c'est un cas d'étude de c'est quoi la guerre 5e génération. C'est ça, la guerre 5e génération. Donc, on a eu une série de drones qui, selon les premiers rapports des médias mainstream et des gens sur Internet, des influenceurs qui font du renseignement open source, qu'on appelle OSINT, c'est comme ça qu'on les reconnaît. Donc, ces gens-là, ils regardent les cartes radar, les cartes en ligne, GPS. Et donc là, on voit des trucs qui rentrent. Et là, rapidement, on sait c'est on voit que c'est des drones. Et donc, c'est des drones russes. Donc, ça commence avec 3 drones russes qui rentrent dans l'espace aérien polonais. C'est le browser qui est trop long. Il lag trop. Donc, c'est ça. Ça commence avec ça. Donc, plusieurs comptes différents. Ça, c'est le deuxième compte qui partage la même carte. Ensuite de ça, médias polonais. Médias polonais. We emphasize that the military operation is ongoing and we urge people to stay at home. The most threatened areas are Podlaskie, Mazowieckie, Lubelskie, Voivodeship. Ça, c'est le nom des cantons, genre, j'imagine. Donc, une attaque par la Fédération de Russie. Donc, on a donc des médias polonais qui commencent à dire les Russes nous attaquent. Restez chez vous. Ça, c'est les régions affectées. Donc, là, tout le monde commence à paniquer. Ça, c'est hier. Là. C'est hier matin, pendant la nuit. Tout le monde commence à paniquer. Avant-hier, durant la nuit, le 10. Donc, les forces armées polonaises, le centre de commandement opérationnel qui annonce des opérations polonaises en lien avec les aviations alliées de l'OTAN à cause de la violation de l'espace aérien polonais dans l'est du pays. Donc, on a eu des avions des Pays-Bas, des F-35A,
qui ont assisté la Pologne dans ces opérations. C'est dramatique, c'est dramatique. C'est des grosses menaces et c'est des violations de territoire. C'est l'équivalent de ce qui se passe au Qatar. Ça pourrait donc techniquement être considéré comme un acte de guerre. Donc, on a les avions de l'OTAN qui font face à ça. On commence à avoir des images de ces drones-là qui sont lancés sur les réseaux sociaux, donc des drones Gerbera. Donc ici, selon Lord Bibo, c'est pas armé, c'est de la reconnaissance ou des fake targets, donc pour submerger les défenses aériennes. Autres images ici. Autre image ici. Autre image ici. Donc, Von der Leyen qui utilise ça pour parler de construire un mur de défense de drone. Un drone wall. Un toit de maison qui a été détruit à cause de ça. Trump ne commande pas qu'est-ce qui s'est passé. Il était plutôt inquisiteur. Il voulait savoir qu'est-ce qui s'était passé. Il n'était pas certain de savoir qu'est-ce qui s'était passé. Et là, c'est ça. Pourquoi j'ai dit guerre 5e génération? Parce que la réalité, c'est que il n'y a aucune raison de tirer la Pologne. Si ce que les informations tendent à prouver sont vraies, la plupart n'étaient pas des drones avec des charges explosives. Et c'est probablement des drones qui ont été détournés au niveau GPS, spoofed, qu'on appelle S-P-O-O-F, spoofing, détournés au niveau de la guerre électronique. Et là, on a utilisé donc quelques dizaines de drones détournés par guerre électronique qui passent par-dessus l'espace aérien polonais pour donc peinturer médiatiquement cet acte comme un acte de guerre et donc un acte d'agression contre un pays de l'OTAN et donc invoquer l'article 4 de l'OTAN qui fait que tous les pays doivent défendre et donc rentrer en guerre avec la Pologne contre la Russie. Donc c'est ça. C'est ça qui est arrivé. Et c'est pas la première fois que ça arrive. Ça arrive. C'était déjà arrivé en 2022-2023 avec des missiles balistiques. C'est ça. Donc c'est ça de la guerre 5e génération. C'est utiliser l'information pour pousser à des objectifs militaires, politiques, diplomatiques. Donc, l'objectif était de faire en sorte que l'OTAN rentre en guerre. Donc, c'est probablement de la guerre électronique ukrainienne qui a réussi à spoofer bien correct ces drones-là. Et on a eu donc toutes les taupes informationnelles médiatiques pro-ukrainiens qui ont fait une grosse opération d'ingérence étrangère, en l'occurrence, pour faire croire à tout le monde que c'était des méchants russes qui ont envoyé 120 drones Gérand 2. Donc, c'est un bon spoofing. Un excellent spoofing. Donc, c'est ça. On a des gens, évidemment, qui ont dit que les Russes préparaient une attaque de drone en Pologne depuis juillet. Évidemment qu'ils ont des plans. Mais ils n'auraient pas fait ce genre de truc. Sinon, ce serait pour... Si c'était vrai... Ça se pourrait. Je vais mettre un 10-15% de chance que c'était vraiment voulu. Les Russes testent les défenses polonaises. C'est juste ça. C'est du testage de défense. Mais ça pourrait être perçu comme un acte de guerre, techniquement. Fait que... c'est ça. Ça serait moyen au niveau stratégique de risquer une guerre contre l'OTAN juste pour tester les défenses polonaises. Ensuite de ça, Bélarus qui va à l'encontre de ce que je viens de dire. Ils disent qu'eux autres qui ont participé à l'opération pour dégommer des drones qui allaient passer au-dessus de l'espace aérien polonais. Donc, ça me semble que ça serait pas super
Il aurait laissé les drones passer s'il voulait supporter son allié russe, le méchant tsar, le méchant ours. Ensuite de ça, président de la Pologne qui répond à cet incident, Karol Nawrocki, en contact constant avec le ministre de la Défense et le leadership militaire, briefing avec les forces armées, prépare un meeting au Conseil de sécurité de son pays. C'est ça. Ils vont plus réagir. Le premier ministre Donald Tusk qui annonce que l'espace aérien a été violé au moins 19 fois entre 11h30 et 6h30. Donner plus de chiffres sur c'est quoi les avions, les hélicoptères qui ont participé pour détruire ces drones-là. L'OTAN fait face à une provocation à large échelle de Moscou. Toujours Donald Tusk, qui est très pro-OTAN, soit dit en passant. Il n'y a pas eu de blessés. On a bien neutralisé les drones. Donc, c'est du vocabulaire dangereux. C'est du vocabulaire dangereux. Emmanuel Macron, l'incursion de drones russes dans l'espace aérien polonais durant l'attaque russe contre l'Ukraine est inacceptable. Je condamne. Officiellement, donc, le leadership militaire de l'OTAN ne considère pas cet incident comme étant une violation à une attaque. C'est une violation de l'espace aérien, mais c'est pas une attaque. Donc, officiellement, le leadership de l'OTAN a refusé de reconnaître l'article 4 de la charte de l'OTAN. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Évidemment, tout le monde est là en train de paniquer. Tout le monde va. Les Russes vont augmenter. La tension va augmenter. C'est ça. Tout le monde panique. Tout le monde panique. Depuis 2 jours, tout le monde pensait que c'était réellement une attaque russe. Même s'il n'y a personne qui est mort. Même s'il n'y a rien qui est arrivé. Même si le Bélarus a tiré des drones. Même si c'était pas des drones avec des charges explosives. Donc, on veut plus de fermeté. Ça, c'est encore une fois le vice-roi Macron. J'ai décidé de mobiliser 3 chasseurs Rafale. Donc, on voit la rigidité française à l'œuvre. Donc, sérieusement, là, les chiffres qu'on a là, au niveau des envois de ressources un peu partout, que ce soit en Ukraine, au Moyen-Orient, en Asie, là, on dirait qu'on n'a plus rien. On dirait qu'on n'a plus de ressources. À part l'empereur Trump, qui a un peu de ressources pour faire du gros show, du gros show de théâtre, les autres pays, on dirait qu'ils n'en ont pas. En tout cas. En tout, quelques hélicoptères, quelques troupes, quelques jets. 2 batteries, deux batteries patriotes. C'est ridicule. C'est ridicule comme ressource qu'on va envoyer en Pologne. Puis on fait comme si on était vraiment des gens menaçants contre les Russes. Donc Trump, sur Truth Social, what's with Russia violating Poland's airspace with drones? Here we go. Donc Trump qui fait juste un peu de Trumpisme sur Twitter, sur Truth. Donc l'armée russe qui dit évidemment qu'on n'a pas visé des sites polonais durant la nuit. Vous êtes cave si vous avez pensé que c'était ça. Certains observateurs polonais commencent à comprendre que ils se sont peut-être fait avoir dans une opération médiatique. Le ministre de la Défense russe qui dit qu'ils n'ont pas de plan pour viser des cibles en Pologne. Donc, toutes les sources qui ont parlé de cette attaque en Pologne, c'était des sources ukrainiennes. Viktor Orban qui en rajoute. Depuis quelque temps, il est en train d'expliquer que la guerre est utilisée pour créer les États-Unis d'Europe. Donc, on va construire un empire européen par la guerre. C'est ça le plan.
Menace en Europe, nous devons revisiter les enjeux. Nous avons maintenant un adversaire qui ne se cache pas. Vladimir Poutine assume une volonté de vouloir reconstruire un empire et donc, Berlin veut envoyer 100 000 soldats combattre l'ours russe. C'est des beaux... On a des beaux chiffres. On a des beaux chiffres. L'ambassade russe en France, lettre ouverte à la rédaction téléspectateur de la chaîne BFM TV, 9 septembre 2025. L'ambassade de Russie est indignée par la diffusion le 7 septembre dernier sur la chaîne BFM TV du prétendu documentaire intitulé Espion de Poutine, la nouvelle menace. Donc, dès que t'es pas anti-russe, t'es un espion de Poutine, soit dit en passant. Même Éric Nolot, le sale gauchiste. Très intéressant. Secrétaire général de l'ONU qui accepte de faire un câlin à Vladimir Poutine pour faire la paix. Je voulais vraiment vous en parler. Nouvelle mode en Pologne, ça veut dire Ukrainiens retourner au front. Donc, des chandails de Polonais qui sont écœurés d'avoir des réfugiés ukrainiens en Pologne. L'aviation civile lettonne ferme une partie du territoire aérien à l'est du pays, sur le bord donc de la frontière russe. Ça va mal, ça va mal. Les forces de sécurité géorgiennes disent avoir... La Géorgie, c'est où? C'est ici, c'est dans le Caucase. Donc les Géorgiens disent avoir réussi à mettre fin à un complot terroriste qui allait viser donc la Russie au Caucase. Donc c'est probablement des Ukrainiens qui ont passé dans la mer Noire et qui sont arrivés en Géorgie. Ils peuvent aussi avoir passé par la Turquie. Très intéressant. Donc ça, vous voyez pourquoi, au niveau géographique, la guerre du Tsar ne peut pas... La guerre du Tsar ne peut pas se terminer tant que la côte jusqu'à la Moldavie est sécurisée et ici aussi, pour enfermer les Ukrainiens. Très important. Parce que aussi, les Russes ils ont une présence, ils sont très présents en Transnistrie. C'est un point chaud. Il y a deux points chauds. Tu as un point chaud ici et tu as un point chaud ici. Et donc, c'est ça. C'est la suite de l'histoire sur le front ukrainien. Pierre de Gaulle, petit-fils du général Charles de Gaulle, figure emblématique de la résistance et fondateur de la 5e République française, a exprimé dans une interview à l'agence presse russe TASS son désir d'obtenir la nationalité russe pour lui et ses enfants. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Troisième segment. Segment économique. Ouh, ça va geler. Ça va geler si je les prends toutes. On va y aller quelques liens à la fois pour éviter que ça gèle. Donc, ça, c'est des PowerPoint que j'ai pognés dans le podcast de mon grand-papa préféré, Charles Gave, et qui explique pourquoi nous allons vivre le nouveau refus global que vous devez m'aider à financer. C'est censé être le livre qui va sortir en 2026. Là, je suis en retard. J'ai juste fait l'introduction. Il faudrait que je fasse au moins 40-50 pages maximum. Donc, c'est ça. Le nouveau refus global, c'est pourquoi les Gen Z sont encore plus radicales que moi. Le niveau de vie des retraités pourrait retomber sous la moyenne nationale. Les Gen Z, les milléniaux, on va rire. Nous savons pertinemment que la retraite que vous nous vendez est une fausse retraite. Nous savons pertinemment que nous n'allons pas avoir de retraite et que nous devrons travailler jusqu'à notre mort. Donc les milléniaux, au moins 3/4 des milléniaux et au moins 90% des Gen Z, nous savons qu'on va travailler jusqu'à notre mort. Évidemment, moi, c'est pas travailler comme François Aubé. Donc, je suis un peu choyé à ce niveau-là. Mais je sais pertinemment que je vais travailler jusqu'à ma mort. Niveau de vie moyen des retraités représente 106% de celui de l'ensemble de la population en 2016. En 2016, il était plus élevé.
Mais là, ça va baisser. Ça va baisser, ça commence à baisser. Les hypothèses hautes, c'est quand même une baisse. Très important. Deuxième graphique central pour qu'est-ce qui arrive au niveau du nouveau refus global. Taux de rendement interne du cas type salarié non cadre de secteur privé à carrière complète. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, Yann, esti de tabarnak? C'est pas super compliqué. Ça, c'est la valeur de ce que tu mets de côté dans ta retraite. Le bonus que tu as dans ta retraite, dans tout ce que tu mets de côté. Donc, dans les années 40, les gens qui travaillaient, il y avait une croissance de 2,5%. Aujourd'hui, depuis les années 70, c'est 0,5% et moins. Donc, tes investissements dans ta retraite, ça vaut rien. Ça, c'est les régimes. Les régimes de retraite, si c'est pas un régime par capitalisation, ta retraite ne servira à rien. Je veux dire, l'inflation, c'est plus que ça, l'inflation. Faut que tu comprennes. C'est plus que l'inflation, c'est plus que ça vaut pas la peine. Donc, Elon Musk, en podcast, qui dit que le gouvernement n'est pas réformable. Donc, Elon Musk, la personne la plus riche et influente sur la Terre. Peut-être. Une des 10 personnes les plus influentes sur la Terre, présentement, qui n'a pas été capable. Il y a eu un œil au beurre noir par Scott Bessent, un homosexuel. Il a tout essayé. Il est allé au point. Puis il n'a pas réussi. Il n'a pas réussi à changer la direction de l'Empire américain pour combattre la dette. Corruption, blanchiment d'argent dans l'économie canadienne. Donc, on continue à enquêter. Donc, Mark Codes, c'est un investisseur qui a participé donc à l'histoire réelle de The Big Short, donc la crise de 2008. Et il explique que présentement, de ce qu'il voit, ce qu'il prévoit au niveau comme investisseur au Canada, là, très important là, pourquoi je vous montre ça. Là. Il explique que ce qu'il entrevoit avec la fuite de capitaux au Canada, le gouvernement ne pourra pas laisser ça aller. Tu comprends-tu qu'est-ce qui s'en vient? Là? Le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux vont tous faire pression pour que l'autorité des marchés financiers, pour que le ministre du Trésor, pour que Revenu Canada, Revenu Québec, toutes les entités-là, mettent des contrôles de capitaux. C'est ça qui s'en vient. C'est le temps de sortir votre argent, mesdames et messieurs. François Aubé est en avance. Ça va faire mal. Ça va faire mal. Président Trump qui prévient qu'il va imposer des gros tarifs à la Chine et à l'Inde, 100% de tarifs, s'il continue à acheter du gaz et du pétrole russe. Mais en même temps, il dit qu'il est content que les Indiens négocient encore avec les Américains. Très intéressant. Très intéressant. On parle des deux bords de la bouche. La Hongrie met fin à ses achats de pétrole avec les Russes. Donc, les Hongrois qui ont beaucoup de pression pour rester dans le giron de l'OTAN. Probablement qu'on a eu des menaces de putsch pour forcer les Hongrois à signer ce genre de traités commerciaux-là. Les Hongrois sont liés au pipeline qui passe par l'Ukraine en passant. Donc, le Canada, c'est confirmé, est en récession. Fort déclin économique au deuxième quart, au deuxième quartile. 0,4% de baisse du produit intérieur brut. Donc, c'est dégueulasse. C'est une des grandes dépressions qui commence. Et peut-être que grâce à cet accélérationnisme, nous serons plus facilement annexés par l'Empire américain. C'est mon souhait le plus fort présentement.
Donc, annualisé à 1,6% de décroissance, ça va faire mal en esti. Ah, un autre truc qui a disparu. Donc, observateur, ici on a d'autres chiffres. Contribution au PIB. On voit que la seule croissance qui se fait, c'est de l'inventaire, du net trade et des jobs gouvernementaux. Je répète. Non, c'est pas ça. C'est pas le bon. Non. C'est household. Donc, les foyers. Donc, c'est la consommation et le gouvernement qui crée la croissance du PIB. Donc, probablement, OK, l'immobilier puis la consommation. Donc, l'inventaire, ça baisse, en fait. Puis, les business, décroissance. Donc, le gros de la croissance, c'est la consommation et des jobs de gouvernement au Canada. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Une belle économie. Une belle économie. Contraction de l'économie, deuxième quart de suite. C'est une récession. Au niveau du marché de l'emploi, ça va pas bien. Donc, les assureurs, les chômeurs, le chômage qui augmente. 1,4 milliard de quoi? Les payouts d'assurance, 48%. Ça fait mal. Ça fait mal. Les bénéfices de chômage. Comment expliquer que le taux de chômage atteigne un sommet en 9 ans? Ça, c'est Radio-Canada le 7 septembre. Le niveau le plus élevé depuis mai 2016 à la fin de la crise de 2008. Donc, c'est ça. Ça va pas bien. Pour la première fois dans l'histoire au Canada, c'est plus. Ça coûte moins cher d'acheter une maison neuve, 404 000 $ en moyenne, versus une revente. Mais évidemment, ça ne prend pas en compte que ça te prend une bonne inspection parce que les maisons neuves présentement, construites par des Pajit, je fais pas confiance à ça. Je fais pas confiance à ça. C'est peut-être pour ça que les reventes sont plus chères. En tout cas, les constructeurs sont en train de couper les prix et faire baisser les prix un peu partout. Ensuite de ça, j'avais pas des... Ah oui, c'est ça, c'est parce que je les ai pas tout ouverts. C'est bon, j'ai rien dit, j'ai rien dit. Donc, beaucoup de Canadiens qui font du divestissement, donc ils s'en vont sortir de l'argent du Canada depuis 2007, mais ça s'accélère de plus en plus. À partir de la COVID, je dirais ça double de vitesse à chaque année. Ça part de loin, mais ça double de vitesse à chaque année. Pour moi, c'est exponentiel. Donc, on réduit l'exposition au Canadian Security. C'est quoi ça veut dire, ça? Ça veut dire que la valeur de ton trésor n'est pas investie au Canada. Donc, de la dette de Canada, des bons du trésor, des dollars canadiens, des assets canadiens, entreprises, propriétés, un char, produits d'investissement financier canadiens, actions boursières canadiennes. Donc, les gens, partout, c'est 16,8 milliards dans le deuxième quart de 2025. C'est énorme. C'est énorme. Parce qu'on n'est pas si riche que ça. Là. On est riche, mais pas si riche que ça. À un moment donné, ça fait un impact. À un moment donné, ça fait un impact. On voit ici l'accumulation de cette fuite de capitaux, cette fuite de trésors. Donc, on bat des sommets. Là. On bat le sommet de la crise de 2008. Donc, on a des exemples de pertes de maisons neuves. 40% de pertes ici pour la vente. De 500 000 à 300 000. C'est le temps. Ça commence à être bon. Ça commence à être bon. Un listing sur 5 sont retirés du marché. Pas vendus, pas achetés, juste effacés. Donc, après une couple de mois, à peu près 20% des listings sont effacés parce que les gens perdent confiance envers le marché. Très intéressant. Laissez-moi quelques instants pour aller chercher d'autres petits assets, d'autres petites manchettes économiques.
Toronto en implosion. Donc, 2 maisons vendues en 2022. 600 000 de pertes en 2025. 600 000. Ah, c'est une belle petite maison, ça. Avec un beau petit garage. Ça prend un garage, hein, en passant. Si vous voulez vous acheter une maison neuve en 2025, plus vous êtes proche des autoroutes et des villes, plus que ça prend un garage et ou des caméras. Moi, je suis bien armé. Ça, c'est bon pour une maison de ville. Mais t'as pas de garage ici. Ça, c'est... moi, je prendrais pas ça. Je prendrais pas ça. Annulation totale à Toronto. Une maison achetée en 2021 de 3,8 millions. Et là, il faisait de la location à 7500. Là, il y a eu des dégâts d'eau. En 2024, ils doivent encore 3 millions à leur hypothèque. La Banque Royale reprend la maison. Le prêteur vend la maison 2,6 millions. Wow! C'est une grosse perte, 1,1 million. Là. Oh, c'est une sale grosse bicoque, ça. Intéressant. Ça fait mal, ça fait mal. Niagara Falls, maison de 3000 pieds carrés. Achetée en 2022. Perte de 525 000 $. Ça, c'est beau, ça aussi. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Avec 2 petits garages comme ça, ça, c'est bon. Ça, c'est une belle maison. Pour une famille, là. 7 figures. Oh, maison à 6 millions en 2022. En 2023. 6 millions. Listé à 8 millions. Personne ne l'achète. Et là, vente à 5,5 millions. Perte de 1,1 million. Énorme. C'est beau, ça? Oh, ça aussi, c'est beau. Avec un gros garage. Ça, c'est forteresse. Ça, c'est bon. C'est accepté. Caledon, 1,77 millions en 2022. Vendu 1,25 en 2025. Ça aussi, c'est beau. Friday Harbor, Innisfil, en Ontario. 1 million en 2022. 40%, 350 000 de pertes en 2025. Incroyable. Donc, c'est terminé pour la chronique immobilière hebdomadaire. J'en avais pas mal cette semaine. Donc, Desjardins mettra fin au programme de financement accordé à partir du 23 novembre 2025. Donc, on va resserrer de plus en plus le crédit au Québec, au Canada. Soyez prévenus. Comment gros est l'industrie du canola au Canada? C'est énorme. Je savais pas ces chiffres-là. 44 milliards de dollars. Et là, les Chinois viennent de mettre fin à ça. Là. 200 000 jobs, 40 000 fermiers. Ça génère 16 milliards de revenus de salaire par année. C'est fou, là. Saskatchewan, Alberta, Manitoba, surtout. Un petit peu au Québec avec l'UPA, mais c'est surtout dans les prairies. Je crois qu'on n'a pas appris à diversifier notre agro-industrie. Le modèle d'affaires déficient, en tout cas. Surtout que c'est même pas de la bonne huile. Prenez pas ça. Huile d'olive, huile de coco, beurre, huile d'arachide. That's it. Donc, le modèle économique de l'Alberta, c'est le modèle le plus diversifié au Canada. Donc, mine pétrole, carrière, gaz, immobilier, construction, manufacture, santé, assistance sociale. Plus ça c'est bas, mieux c'est. Transport, stock, entrepôt, professionnel, scientifique, services techniques, administration publique. Ça prend plus qu'il y a de parts différentes à
cette tarte-là, mieux c'est. C'est ça que tu veux. Hydro-Québec accusé d'avoir muselé un employé. L'ex-travailleur réclame plus d'1 million de dollars. Dénoncer des irrégularités dans l'attribution de contrats. Donc, contrats de Hydro-Québec qui sont évidemment très peu transparents, très opaques. Le REM touché par une autre panne généralisée il y a quelques jours. C'est très important de le mentionner à chaque fois que je le vois dans les médias. Je pense que ça fait au moins 10 fois que j'en mets une. Le dossier santé numérique sous la loupe des vérificateurs alors que les coûts pourraient atteindre 3 milliards de dollars, mesdames et messieurs. On va battre quasiment 3 fois le record de sa clique pour le dossier de santé numérique. Et là, moi, c'est drôle parce que depuis 2022, je suis pas allé voir mon médecin de famille une fois. Et là, Tasha Carradine, qui est quand même une sale influenceuse conservatrice libérale, qui dit dans une chronique, dans un éditorial, que le tourisme médical lui a peut-être sauvé la vie. Ça fait mal paraître notre communisme d'éducation, santé, services sociaux, la Société des sorcières canadiennes. Le coroner de l'Ontario révèle des détails troublants du programme d'aide médicale à mourir. Donc, des patients qui ont été sacrifiés dans l'hôtel satanique parce qu'ils étaient sans espoir, isolés et seuls. Une femme obèse, une grosse torche et un veuf qui avait de la misère. Imagine, on commence à sacrifier des grosses torches puis des veufs. Ça va bien au Canada. Ça va bien. Près d'un demi-milliard de dollars pour la plus grosse école secondaire en chantier au Québec. Un demi-milliard pour une école. Tabarnak, c'est une école en granit avec de l'or. Ciboire. Ciboire. On s'en va chercher la dernière série avant les sorcières de la semaine, ça s'en vient. Les sorcières de la semaine, ça s'en vient. Mettez un petit like, envoyez des super chats pour qu'on ait une invasion TikTok et matinale du lève ensanglanté la semaine prochaine. Je vous rappelle, il manque de l'argent dans le fond, dans le trésor de guerre rochdien. On veut du cash. On veut du cash pour aller combattre les sorcières succubes, des démons et nécromanciens. Donc, dépassement de coût, un demi-milliard pour fucking école en marbre. L'entente secrète entre Nordvolt et Québec laissait le temps pour un examen par le BAP. Investissement Québec avait donné 32 mois à l'entreprise pour obtenir ses permis environnementaux et le gouvernement a choisi de dire non au BAP. Donc, on a la confirmation que le BAP est un outil politique comme le bureau de l'UPAC pour contourner le droit, la Constitution et choisir au niveau nationaliste et souverain qu'est-ce qu'on veut faire au niveau de l'exécutif avec ce genre de contrat sans appel d'offres ou pas, ou avec appel d'offres. Donc, si on veut, on dit que le BAP, il n'y a pas besoin d'être fait. Si on veut faire de l'extorsion, on peut dire ah, ben là, finalement, le BAP va arriver. Puis là, le prix de l'action baisse, comme dans Gilded Age, là. Tu dis ah, mais finalement, on va mettre le BAP. Puis là, le prix de l'action Petrolia baisse. Ah, ben là, on va acheter du Petrolia. Puis là, finalement, on donne le contrat. Oups! Le prix de Petrolia il augmente. Vous voyez comment que c'est intéressant qu'est-ce qui se passe au Canada, au Québec. Donc, on est déjà souverain. C'est juste qu'on utilise la bureaucratie comme le BAP pour avoir les leviers souverains qu'on a besoin pour mettre des bâtons dans les roues à la gérance étrangère pour faire de l'extorsion. Ou pour essayer d'aider le peuple québécois puis que ça marche jamais parce que tout le monde en profite dans le système. Ça marche pas parce que tout le monde se graisse la patte au Québec. Comme dans sa clique. En sa clique, là, le gars, il est même plus sûr que le dépassement de coût, c'est 500 millions.
C'est ça que le PDG lui a dit, en tout cas. Le PDG présent a dit à François Legault, la PDG, par intérim, a dit que on ne sait plus. On ne sait plus, finalement, c'est quoi le dépassement de coût. Ça va bien! Ça va bien! Ça prend un Elliott Ness! Ça prend un Elliott Ness! Pour enquêter là-dessus! Esti! Donc, ah ben là, tabarnak, c'est assez pour nous prendre pour des imbéciles. C'est qui dit ça? Olivier Primo, qui se roche-dise. Il va se faire taper ses doigts. C'est un langage dangereux, problématique, de dire des affaires de même. Pourquoi qu'il est fâché noir? Parce que notre hostie de prix de permis de conduire va augmenter pour payer le déficit, ça clique. C'est comme ça qu'ils vont le payer. L'UPAC qui protège la CAQ. Donc, l'AMP enquêtait dès 2023, l'UPAC dès 2017 sur qu'est-ce qui se passait à la SAC. Et là, la commission Galland est sur pause. Elle suspend ses travaux. Ils sont pas capables de gérer la base de données qu'ils ont construite. Ils ont besoin d'un programmeur informatique comme Alec Loisel ou le Doge Québec. Maxime. Non, Michael. Excusez-moi. Michael. Pour donc faire le ménage là-dedans. 700 gigaoctets de données, l'équivalent de 700 millions de pages de texte qui ont été déposées à la commission. Évidemment, c'est clair que pour moi, il y a plein de trucs là-dedans qui sont inutiles. Donc, ça prend un trieur de données. C'est ça que ça prend. Quelque chose pour faire des recherches automatiques par mot-clic. C'est ça que ça prendrait. Mais ces gens-là sont pas assez intelligents pour faire ce genre de choses-là. C'est des sales boomers. Toujours au Québec, nouveau refus global. Quelque chose que j'avais prédit pendant la COVID. Si vous reprenez mes vieux podcasts, vous allez en trouver. J'avais dit que ça allait arriver. Donc, 1200 autobus à l'arrêt de Lyon Électrique à cause d'un feu de bus scolaire avec quelques étudiants qui ont eu bien peur. Donc, à cause de ça, on a des pannes de service dans plusieurs régions au Québec. Donc, il y a des gens qui n'ont plus d'autobus. Ils n'ont plus d'autobus, pas d'école. Toujours dans le petit Québec, le Dôme, hein, on a une bande de morts-vivants qui ont gagné un référendum pour empêcher le terrain de football de fonctionner dans leur quartier. Très intéressant. Le premier ministre Mark Carney qui a lancé sa liste de projets d'infrastructure d'intérêt national. C'est les mots de la loi en passant. Et c'est pourquoi c'est rendu un vrai vice-roi. Donc, dès qu'il dit infrastructure, intérêt national, il peut contourner le BAP, il peut contourner l'équivalent fédéral, il peut contourner l'équivalent albertain, Colombie-Britannique. Mais malheureusement, il n'y a pas de pipeline dans son plan d'infrastructure d'intérêt national. Tabarnak! Tabarnak! Donc, 5 projets d'envergure jugés prioritaires pour l'intérêt national. Le seul qui est bon pour les Québécois, ça c'est bon. L'expansion du port de Montréal en Contrecœur. Ça, c'est un bon deal parce que ça va décharger énormément de transport de marchandises qui passent par le tunnel et le pont Jacques-Cartier. Mais ça veut dire beaucoup d'industries qui vont quitter Montréal. C'est le temps de préparer la fuite de Montréal si vous avez une usine à Montréal. Et probablement que c'est le temps aussi d'acheter des terrains vacants dans la région de Saint-Amable, Contrecœur, Varennes, Sorel, jusqu'à Saint-Denis-sur-Richelieu, tout le long du Richelieu au nord de la 20. Ça va valoir une fortune dans les quartiers de condos des 10-15 prochaines années. Ça va avoir une fortune, comme le long de la 10. Ça va être la nouvelle 10. Ça, c'est une mauvaise nouvelle. Donc, on appelle une taxe à la mort, donc une taxe à l'héritage en Australie pour lever 70 milliards de dollars. Donc, mauvaise nouvelle. S'ils parlent de ça en Australie, ils vont en parler
bientôt un peu partout dans les pays occidentaux. Dernière manchette. Évidemment, je vais en parler plus en détail dans la Guérilla X avec des images. Mais donc, il y a eu grosse manifestation en France. Donc, c'était la journée de blocage, le 10-11. Des plus grosses manifestations, beaucoup de casse. Évidemment, c'était très islamo-gauchiste. Très racaille. Très France Insoumise, Nouveau Front Populaire. Je pense pas que ça va rester. Je pense pas que, à moins que les agriculteurs et les autres de la périphérie reviennent, ça avait l'air très, très, très communiste, très islamo-gauchiste. Mais on va regarder ça plus en détail mercredi. Parce que quoi? Parce que c'est officiel. Chaque mercredi, j'aurai ma chronique chez Lux Media. Je vais mettre un podcast de 20 à 40 minutes. Guérilla X. Donc sur la chaîne YouTube, Lux Media. Donc ça va être le petit montage d'ouverture. Un petit monologue de un ou deux gros sujets avec plusieurs sources. Et ça va être chaque mercredi 5h. Donc on va parler de ça mercredi prochain. Très important de mettre un petit like. De venir vous abonner sur yanrojdi.com. yanrojdi.substack.com. Il faut envoyer des dons via Buy Me a Coffee en scannant le code QR. Vous pouvez vous abonner sur YouTube, envoyer des super chats. Sans vous, je ne peux pas continuer ce travail. Et là, nous sommes rendus aux sorcières de la semaine. Votre moment préféré. C'est un spécial en l'honneur de Charlie Kirk. Mettez un petit like. On se revoit dans 22 minutes. Collectionne les discours anti-complotistes. C'est censé être complotiste. Donc, c'est fait. On a gagné. Mais ce n'est qu'un début. Ce n'est qu'un combat. Il y a plein d'autres combats à mener. Comme Andrew Wilson. La suite de l'histoire. J'ai pas terminé hein, tantôt. Donc, Andrew Wilson, Brian Atlas ont commencé à mettre des sorcières sur les listes des procès de l'Inquisition. Et là, la prochaine partie de l'histoire, c'est donc cette semaine, non, la semaine prochaine, Andrew Wilson va partir sur une croisade de 4 jours de suite dans les invasions TikTok. Et il va mettre le nez dans le caca des sorcières, démons, succubes, nécromanciens, golems de chair qui ont célébré la mort de Charlie Kirk. Donc c'est ça qu'il faut qu'on fasse. Il faut qu'on fasse des micro-trottoirs. J'aimerais bien ça aller, mettons, à Trois-Rivières avec Lux Media, puis on fasse un Prove Me Wrong. Et je m'en vais faire comme Andrew Wilson. Je m'en vais dire, avoue que au nom de Satan, tu as célébré, tu as rigolé, tu as aimé ça, voir le sang jaillir de la gorge à Charlie Kirk. Avoue, au nom de Jésus-Christ. Dis la vérité, sale démon. Dis-le! C'est là qu'on est rendu. Nous devons partir en chasse contre les sorcières au nom de Jésus-Christ. Sinon, ça va mal aller. Ça va empirer. Ce n'est qu'un début. Je vous souhaite une bonne soirée. On se revoit probablement dimanche pour un épisode de la Révolution culturelle. J'ai un livre que il faut que je termine à lire sur la politique maritime américaine des colonies jusqu'à l'empire de Reagan, Bush, Clinton, Bush. Parce que ça a arrêté là. Le livre a été écrit avant Barack Obama, pendant l'ère Clinton. Donc, je vous souhaite une bonne soirée. Faites attention à vous. Envoyez des super chats, mettez un like. Très important. Supportez le Rochdisme. J'ai pas eu de super chat aujourd'hui. Et donc, là, présentement, la semaine prochaine, on a les sorcières de la semaine. Vous l'avez payé. Mais il n'y aura pas de... il n'y aura pas de matinale ensanglantée, ni d'invasion TikTok la semaine prochaine si vous n'envoyez pas des super chats. Attention à vous, bonne soirée. Au nom du narratif du Rochdisme débridé,
l'acteur Yann Rochdy et le personnage du baron inquisiteur rentrent en rébellion ouverte contre la couronne britannique. C'est terminé! Nous arrêtons de nous soumettre. Tous les pouvoirs souverains sont rejetés au nom de Jésus-Christ. Et vous allez arrêter de nous raqueter. C'est terminé. Nous sommes en taquilla. Nous optimisons notre fiscalité. Nous créons des sociétés fraternelles. Nous travaillons dans une mission œcuménique qu'on appelle la Nouvelle Inquisition. Nous construisons la baronnie rochdienne. Et c'est comme ça que nous allons réparer le Québec. Bonne soirée. Dans les décombres, nous sommes prêts. Reconstruire, repeupler, reviriliser. Avec honneur, bravoure et une foi immense. Pour un avenir où nous ne serons pas. Et sur les ruines de l'ancien monde, nous nous engageons. Pour la famille, le christianisme, nous prêtons serment. Nos cœurs dans les ténèbres, ils chantent, nous prions le Seigneur de guider nos pas. Nous bâtissons des baronnies avec courage et devoir. L'entreprise, un contrat viriliste, un nouveau foyer. Où la parole donnée est digne d'ordre et de justice. Un pacte entre les hommes sous le regard de Dieu. Des martyrs sur les ruines où jurons, nous nous élançons dans le rochdisme. Pour un monde où la vérité et l'amour sont la norme, vivre l'avenir ensemble, si Dieu le veut. Ta vie, disait Épicure, philosophe du déclin de l'Empire romain. La communauté, notre jardin, notre repli, notre forteresse, la localité, notre terre, nos racines, nos gènes, notre